Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le thème spécial Travail et emploi en droit et économie en terminale technologique. Alors ce thème va être assez long, ce qui fait que je vais le diviser en 3 vidéos différentes. Donc pour commencer, on va parler de tout ce qui est contrat de travail, ce sera le thème de cette première vidéo. Dans une deuxième vidéo, on parlera des libertés individuelles et collectives des salariés. Et dans une dernière vidéo, on verra tout le côté économique avec le marché du travail et le chômage. On va donc étudier de nombreuses capacités. Je vais pas vous les citer toutes, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et les lire. Ce sont donc toutes les capacités qu'il y aura dans les 3 vidéos. Et vous avez ici la même chose au niveau économique. Toutes les capacités qui seront alors uniquement dans la 3e vidéo, vu que les 2 premières vidéos seront des vidéos sur le droit et la 3e des vidéos sur l'économie. Voilà plus ou moins le sommaire. Sur cette première diapo, vous voyez que c'est le sommaire de la première vidéo. On parlera du contrat de travail. Tout d'abord, les différentes définitions, il y en aura beaucoup, les formes de contrat de travail et la rupture du contrat de travail. Vous avez ici le sommaire des 2 vidéos suivantes, celle sur les libertés individuelles et collectives. Donc on verra d'abord les individuelles, puis les collectives, et enfin la protection des libertés des salariés. Une dernière vidéo sur le chômage et l'emploi. Tout d'abord le chômage, puis le marché du travail et enfin les politiques de l'emploi. On commence donc par le contrat de travail avec, pour commencer, les définitions. Alors déjà, selon la jurisprudence, un contrat de travail, c'est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Nous avons donc 3 composantes pour un contrat de travail. Nous avons une prestation de travail du salarié, qui travaille pour son employeur. Nous avons un lien de subordination et une rémunération de l'employeur. Rémunération qu'on appelle ici un salaire. Le lien de subordination est essentiel et c'est le juge qui recherchera afin de qualifier un contrat de travail. L'exécution du travail doit se faire sous l'autorité d'un employeur qui donne des ordres, contrôle l'exécution du travail et sanctionne les manquements du salarié. Ce sont ces 3 éléments qui nous permettent de déterminer s'il y a un lien de subordination. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est un peu le même principe, seulement le prestataire n'a pas de lien de subordination avec l'entreprise, le travailleur en lui-même est indépendant. C'est ça donc la différence entre ces 2 contrats. Le contrat de travail possède un lien de subordination juridique, il n'est pas présent dans le contrat d'entreprise. C'est un simple contrat de prestation de service. Et si on arrive à établir dans un contrat d'entreprise qu'il y a en réalité un lien de subordination, le contrat d'entreprise peut se voir requalifié en contrat de travail et en plus, des sanctions peuvent être prononcées. Nous restons bien sûr sur le contrat de travail. On va parler maintenant des pouvoirs de l'employeur. Le droit offre à l'employeur différents pouvoirs du fait de son lien de subordination qu'il va pouvoir utiliser pour atteindre la finalité qu'il souhaite avec son entreprise, à savoir faire du profit, assurer sa pérennité. Tout ça, vous l'avez dans le programme de management. Tout d'abord, le pouvoir de direction. Ici, l'employeur dirige l'entreprise et prend les décisions qui lui semblent opportunes pour sa bonne gestion. Il a donc le pouvoir de poser les règles de son entreprise. On a ensuite un pouvoir réglementaire. Il y a un règlement intérieur dans l'entreprise qui est obligatoire dans les entreprises de 20 salariés ou plus. Ce règlement intérieur prévoit les règles en matière d'hygiène, santé, sécurité, travail, discipline. L'employeur ne peut pas prononcer une sanction qui ne figure pas dedans. Donc le pouvoir réglementaire, c'est le fait de pouvoir mettre en place un règlement intérieur. Et enfin, le pouvoir disciplinaire, il permet de prouver la faute du salarié. Il faut alors convoquer le salarié pour assister à un entretien préalable, puis enfin le notifier de la sanction alors motivée. Voilà donc les 3 pouvoirs de l'employeur. Pouvoir de direction, prendre les décisions qu'il estime bonnes pour l'entreprise. Pouvoir réglementaire, c'est la mise en place du règlement intérieur. Et le pouvoir disciplinaire, c'est sanctionner un salarié fautif. Attention, pour pouvoir sanctionner un salarié fautif, il faut que la faute soit présente dans le règlement intérieur. Passons ensuite aux partenaires sociaux. Il y a ici ce qu'on appelle une négociation collective. La négociation collective, elle a pour finalité d'adapter les dispositions du Code du travail aux particularités des branches des entreprises, grâce justement aux représentants syndicaux des salariés et des employeurs. Du côté des salariés, on a
la CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE, CGC. Et du côté des employeurs, on a par exemple le MEDEF, la Confédération des PME ou l'Union des entreprises de proximité. Les partenaires sociaux regroupent des représentants des syndicats des salariés et des organisations patronales. Ils ont pour rôle de négocier les conditions de travail, voire le développement de la formation continue. Ils mènent ainsi un dialogue pour le compte de leurs membres. Les négociations peuvent aboutir sur ce qu'on appelle des conventions collectives. Une convention collective, elle a pour thème l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et de garantie sociale applicables aux salariés, compris dans son champ d'application. Par contre, ce qu'on appelle un accord collectif, eh bien lui, c'est simplement sur certains thèmes. La convention collective, elle est sur tous les thèmes de négociation. L'accord collectif, c'est seulement sur certains thèmes. C'est ça la différence entre les deux. Voilà pour cette première partie de la première vidéo, à savoir toutes les définitions en rapport avec le contrat de travail. Maintenant, on va pouvoir étudier les différentes formes de contrat de travail. Celles que vous connaissez, d'autres que vous connaissez un peu moins. Tout d'abord, le CDI, le contrat à durée indéterminée. Ça, c'est vraiment le contrat de droit commun. Il n'est pas forcément écrit, sauf si une convention collective l'exige. Et s'il est écrit, il doit être rédigé en français. Les clauses sont librement fixées entre les parties, mais il y a quand même des mentions obligatoires, comme la date d'embauche, l'emploi occupé, le lieu, les horaires de travail, la rémunération, la convention collective, etc. Et il faut obligatoirement préciser s'il est à temps partiel. Parce que si vous avez un CDI qui ne le précise pas, il est considéré comme étant à temps complet. Et si par hasard il y a contrat de travail, mais que le contrat n'est pas écrit, il est automatiquement considéré comme étant un CDI à temps plein. Temps plein, c'est-à-dire 35 heures. Passons ensuite au CDD. Celui-là, vous le connaissez aussi, le contrat à durée déterminée. C'est un contrat dont l'échéance est déterminée à l'avance. Pour être valable, il doit obligatoirement être écrit en précisant les caractéristiques suivantes: l'emploi occupé, le nom, la qualification du salarié qui est remplacé, la date de fin de contrat et la durée de la période d'essai. Les recours au CDD sont très limités. C'est soit pour remplacer un salarié absent, soit pour un accroissement temporaire de l'activité, soit pour l'utilisation d'un emploi saisonnier. Et il faut savoir que la durée, c'est 18 mois maximum par CDD et on ne peut que le renouveler 2 fois. Si on dépasse ces 2 renouvellements ou si on dépasse les 18 mois par CDD, on peut demander sa requalification en CDI. Ensuite, le CDI de chantier. Ça, c'est un cas un peu particulier. Le CDI de chantier, lui, c'est un contrat de chantier qui a une durée indéterminée. Il est conclu pour la durée totale d'un chantier dans le BTP et il permet de prendre en compte les nombreux aléas qui peuvent apparaître. Par exemple, des retards de livraison, des problèmes dans la construction, des erreurs humaines et qui permettent de conserver les salariés jusqu'à la fin du chantier, sachant qu'on ne sait pas exactement quand le chantier va se terminer. Le contrat peut être rompu au terme du chantier et dans ce cas-là, l'employeur doit réaffecter le salarié sur un autre chantier ou le licencier sur des motifs valables. Nous avons ensuite le contrat saisonnier. C'est un contrat qui est très utilisé dans le monde agricole pour tout ce qui est récolte, cueillette, vendange, ou alors dans le secteur du tourisme, étant donné qu'il est utilisé pour des activités saisonnières. Ce sont ici des CDD qui peuvent prévoir ou non un terme précis. Il peut y avoir 2 situations pour le salarié, soit chaque saison il reçoit un nouveau contrat saisonnier, ou alors il a un contrat de travail mais avec une clause de reconduction d'une saison sur l'autre. Voilà pour le contrat saisonnier. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Voilà un peu son fonctionnement. Enfin, le contrat de travail temporaire. Ici, le salarié, qu'on appelle intérimaire, est employé par une entreprise de travail temporaire qui met le salarié à disposition d'une entreprise utilisatrice. Donc, vous voyez sur le schéma, on a ce qui s'appelle une relation tripartite. Le salarié est rémunéré par l'entreprise d'intérim. Il a un contrat de mission avec cette entreprise. Par contre, l'entreprise d'intérim, elle a un contrat de mise à disposition avec l'entreprise d'accueil dans lequel, justement, il est indiqué que le salarié va travailler dans l'entreprise d'accueil, qui, elle, va payer une simple facture à l'entreprise d'intérim. Le pouvoir disciplinaire, il est du ressort de l'entreprise de travail temporaire. Par contre, le pouvoir de direction, il est confié à l'entreprise utilisatrice.
l'entreprise d'accueil. Donc ce qui fait que le salarié doit suivre les règles de l'entreprise d'accueil, et s'il y a un problème, c'est l'entreprise d'intérim qui va le sanctionner. On va terminer sur les clauses spécifiques du contrat de travail. Vous voyez qu'il y en a 3, la clause de mobilité, la clause de non-concurrence et la clause de télétravail. La clause de mobilité, elle prévoit la mutation possible d'un salarié dans la réalisation de son activité. Mais par contre, pour être valable, elle doit préciser un périmètre géographique bien précis et un délai de prévenance. Donc ça veut dire que le salarié ne peut pas être prévenu du jour au lendemain qu'il va changer de lieu de travail. Ensuite, la clause de non-concurrence. C'est une clause qui interdit à un salarié qui a quitté l'entreprise d'utiliser ses compétences dans une entreprise concurrente. Et pour être valable, cette clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace, et bien sûr, il faut qu'il y ait une contrepartie financière pour le salarié. Et enfin, la clause de télétravail. C'est une clause qui autorise un salarié à réaliser son travail hors des locaux de l'entreprise, de façon volontaire forcément, via Internet. Pour être valable, le salarié doit être volontaire, le travail doit se faire en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et il doit pouvoir être exécuté de la même manière dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. Sinon, on perd un peu le principe du télétravail. Voilà donc pour l'étude des différentes formes de contrats qu'on peut retrouver en droit français. Il nous reste maintenant le cas de la rupture du contrat de travail avec les différents modes de rupture qui existent. Premier mode de rupture du contrat de travail, c'est la démission. C'est la rupture à l'initiative du salarié. La démission, c'est un mode de rupture du contrat de travail qui permet au salarié de quitter son entreprise sans avoir à justifier de sa décision. Le salarié doit manifester une volonté claire et non équivoque de démissionner. Il doit donc nécessairement prévenir son employeur, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, avec une lettre de démission, pour permettre une certaine continuité dans le fonctionnement de l'entreprise et laisser le temps à l'employeur de recruter une nouvelle personne pour remplacer le salarié démissionnaire. C'est pour ça que quand on veut démissionner, il faut effectuer un préavis, c'est-à-dire une période pendant laquelle on reste dans l'entreprise. S'il n'y a pas de préavis, l'employeur peut réclamer au salarié une indemnité de brusque rupture. C'est quand même possible évidemment que l'employeur dispense le salarié d'effectuer ce préavis. Si on est en CDI, on peut démissionner n'importe quand, tout au long du contrat de travail. Par contre, si on est en CDD, la démission n'est possible que pendant la période d'essai ou si le salarié justifie d'une embauche en CDI. Si le salarié rompt son CDD en dehors de ce cadre légal, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts à l'employeur selon le préjudice subi, sauf bien sûr s'ils arrivent à se mettre d'accord. Le problème, c'est que dans le cas d'une démission, le salarié n'a pas le droit à une indemnité de rupture ou alors à des allocations de chômage. Il existe maintenant, depuis quelques années, quelques exceptions à ce principe. Déjà, un projet de reconversion professionnelle du salarié, que ce soit de la création ou de la reprise d'entreprise. Le déménagement du salarié qui suit son conjoint pour déménager pour des raisons professionnelles. Le déménagement du salarié suite à un mariage ou un PACS. Le déménagement du salarié si sa nouvelle adresse ne lui permet pas de conserver son emploi. Ou alors le déménagement si celui-ci est victime de violences conjugales ou de harcèlement au travail. Voilà pour les grandes lignes sur la démission. On passe maintenant à la rupture conventionnelle, en commençant par la rupture conventionnelle individuelle. Ici, c'est un mode de rupture du contrat de travail par accord commun entre les deux parties. Il y a des entretiens qui sont réalisés entre l'employeur et le salarié qui veut quitter l'entreprise, et le salarié peut aussi se faire assister comme pour un licenciement. Et ça aboutit à une convention de rupture. Cette convention de rupture, elle est établie en définissant les conditions de la rupture et le montant de ce qu'on appelle l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle sera versée au salarié et elle ne peut pas être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement. Il y a un délai minimum qui est imposé entre la date de signature de la convention et sa date de transmission pour homologation par le directeur départemental du travail. À compter de la date de signature, chacun dispose d'un délai de rétractation de 15 jours. L'intérêt pour le salarié par rapport à la démission, c'est le fait que là, il bénéficiera des allocations chômage.
Pour l'employeur, l'intérêt, c'est de s'assurer que le salarié n'intentera pas une action en justice devant le conseil de prud'homme pour contester un éventuel licenciement. Donc c'est vraiment un mode de démission, de rupture du contrat de travail entre la démission et le licenciement. S'il y a licenciement, il y a possibilité que le salarié aille ensuite au prud'homme. S'il y a démission, il n'y a pas le droit aux allocations chômage. Là, on est vraiment entre les deux. Il n'y a pas de risque que le salarié aille au prud'homme et en plus, il a droit aux allocations chômage. Il existe aussi la rupture conventionnelle collective. Seul l'employeur, par contre, peut avoir l'initiative de la négociation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective. Les ruptures d'un commun accord qui en découlent ne peuvent pas être imposées à l'une ou l'autre partie, et le salarié perçoit ensuite une indemnité de rupture et perçoit aussi des allocations chômage. Donc en fait, les conséquences sont les mêmes que pour la rupture individuelle. C'est juste que ça va être une rupture conventionnelle pour plusieurs salariés et qui se fait par un accord collectif. Souvenez-vous avant de ce que c'est qu'un accord collectif. Point suivant, le licenciement pour motif personnel. Contrairement à la démission qui est à l'initiative du salarié, le licenciement, lui, il est à l'initiative de l'employeur. Alors, la cause du licenciement, ici, c'est un comportement personnel du salarié qui doit rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Il doit avoir ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse. Si la cause du licenciement est contestée par le salarié devant le conseil des prud'hommes et que les juges considèrent que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, les juges vont sanctionner l'employeur en le condamnant à verser des dommages et intérêts au salarié. Le salarié aura aussi droit à une indemnité particulière selon son préjudice, qui sera plafonnée en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié. Le licenciement ici, il comprend 3 degrés. Il peut y avoir le licenciement simple pour cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, c'est des absences, des maladies, des incapacités physiques, de la mésentente, mais qui est beaucoup trop présente pour permettre au contrat de continuer. Ou alors, des fautes simples, trop d'absence, trop de retard, etc. Au bout d'un moment, on peut avoir droit au licenciement. Le licenciement pour faute grave, lui, c'est plutôt un refus d'exécuter les ordres, des provocations, des insultes, des vols. Et le licenciement pour faute lourde, par contre, c'est encore pire, c'est un peu la même chose, mais avec une vraie volonté de nuire à l'entreprise. Donc on est un peu quand même sur le même principe que la faute grave, mais il faut que derrière, il y ait une vraie volonté de nuire à l'entreprise, à l'employeur. Pour pouvoir licencier quelqu'un, il y a une procédure qui prend différentes étapes. Tout d'abord, une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou alors une remise en main propre contre signature. Ensuite, il y a ce qui s'appelle un entretien préalable qui doit intervenir après un délai suffisant. Le délai suffisant lui-même n'est pas à connaître. La notification du licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande ou l'apport de précision sur les motifs de la lettre de licenciement pendant un délai de 15 jours qui suivent la notification. Et enfin, le préavis du salarié, comme souvent, mais presque comme toujours, avec ensuite un licenciement. Maintenant qu'on a vu le licenciement pour motif personnel, on va voir le licenciement pour motif cette fois économique. Dans des cas exceptionnels, comme par exemple la cessation de l'activité, la sauvegarde de la compétitivité, les mutations technologiques, les difficultés économiques, une entreprise peut licencier un seul salarié pour des raisons économiques. L'employeur va donc devoir faire des propositions en vue d'un reclassement du salarié, par exemple. En cas de licenciement économique collectif, l'entreprise doit consulter les représentants du personnel avant tout. Alors vous voyez que là, la partie sur licenciement économique, on ne dit pas grand-chose parce que ce n'est plus quelque chose que vous êtes tenu de maîtriser sur le bout des doigts. Sachez qu'il y a quelques cas exceptionnels dans lesquels on peut avoir recours au licenciement économique, qu'on doit la plupart du temps pouvoir reclasser le salarié si c'est possible, et si c'est un licenciement économique de plusieurs personnes, il faut d'abord consulter les représentants du personnel. Ensuite, on va voir le départ en retraite. Alors le salarié peut décider de rompre son contrat de travail pour partir à la retraite. Cette faculté lui est offerte dès lors qu'il atteint l'âge légal. L'âge légal actuellement c'est 62 ans. Dans ce cas, son employeur ne peut qu'accepter la rupture du contrat, mais le salarié doit quand même respecter un préavis
Le départ à la retraite ouvre droit à une indemnité volontaire de départ à la retraite. Et il faut savoir que la pension à taux plein n'est acquise qu'après 167 à 172 trimestres de cotisation selon l'année de naissance du retraité. Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de réformes dernièrement qui modifient le nombre de trimestres qui permettent d'avoir une pension complète de retraite. Donc c'est quelque chose qui peut changer. Retenez entre 167 et 172. Si vous dites 170, c'est pas grave, ça marche aussi. Lorsqu'il y a une rupture de contrat, que ce soit par démission, rupture conventionnelle, licenciement ou départ en retraite, il y a des conséquences. Déjà, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail qui prouve qu'il a bien travaillé dans l'entreprise pendant telle période. Une attestation Pôle emploi qui est indispensable pour faire la demande d'allocation chômage et un reçu pour solde de tout compte. Ce reçu, il indique les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat, que ce soit le salaire restant, les heures sup, l'indemnité compensatrice de congés payés, etc. Ce document, justement, il permet au salarié de vérifier tout ce qui lui est remis, tout ce dont il a le droit, et il a la faculté de contester ce reçu dans les 6 mois de sa remise. En cas de licenciement, le salarié, il va toucher plusieurs indemnités. Déjà, une indemnité de préavis. Cette indemnité de préavis, si le salarié est dispensé de faire son préavis, il va toucher une indemnité égale au salaire qu'il aurait touché pendant cette période. Ensuite, l'indemnité de licenciement. Si le salarié a plus de 8 mois d'ancienneté ininterrompue, il y a droit. Son calcul est fixé par la loi, on n'a pas à le voir. L'indemnité de congés payés, elle compense les congés payés qui ne seront pas pris par le salarié en raison de son licenciement. En fait, un salarié, quand il travaille, tous les mois, il accumule des droits à congés payés. Seulement, s'il quitte l'entreprise à un moment pendant l'année et qu'il lui reste des droits à congés payés, il n'a pas pu les prendre, donc on va les lui rembourser, on va les lui payer. Et enfin, si le licenciement est irrégulier dans sa forme, le juge accordera une indemnité pour licenciement irrégulier qui correspond la plupart du temps à 1 mois de salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnité de licenciement, si par hasard le salarié est licencié pour faute grave ou lourde, et c'est pareil pour l'indemnité de préavis, ces indemnités-là sont absentes. Il n'y a pas d'indemnité de licenciement ni de préavis si le salarié est licencié pour une faute grave ou une faute lourde. Donc beaucoup peuvent se dire « Ah, je vais faire en sorte de me faire licencier, comme ça je vais toucher de grosses indemnités ». Si vous faites une faute grave ou lourde, le licenciement, vous perdez une grosse partie de vos indemnités. Vous ne toucherez que l'indemnité de congé payé. Voilà pour cette première partie sur ce grand thème de droit, économie sur le contrat de travail et le marché du travail. On vient d'étudier tout ce qui touche le contrat de travail en lui-même. Il nous restera une vidéo sur les libertés individuelles et collectives des salariés et une autre vidéo sur le marché de l'emploi et le chômage. Donc je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et à la prochaine.